Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez à ce webinaire Essaim du 26 mars 2024 et qui a pour titre Intelligence artificielle, remettre le facteur humain au cœur. Alors, avant de plonger dans l'exploration de notre thématique, quelques mots sur Essaim qui organise ces webinaires. Essaim, c'est un projet qui est porté par France 2030 et son objectif est de créer en 3 ans un nouveau modèle de référence pour les acteurs de la formation, un modèle qui doit renforcer les pratiques de conception et d'animation de tous les dispositifs de formation pour garantir l'employabilité durable des apprenants. En matière d'innovation pédagogique, nous savons, les initiatives foisonnent et ce projet permet de passer à je veux changer les choses dans mon organisme, sur mon territoire, à changeons le modèle du système d'apprentissage pour garantir l'employabilité durable de tous les bénéficiaires de formation de 16 à 67 ans. Parmi les spécificités du modèle Essaim, je vous partage 4 spécificités qui pourraient vous intéresser. La première, une approche du développement de l'individu qui s'appuie sur plusieurs théories majeures du développement humain et qui cherche à rendre les individus plus agentifs, plus apprenants. Ces théories sont issues de plus de 30 années de recherche en sciences cognitives et sociales et permettent d'aller au-delà de l'identification des fameux soft skills dont tout le monde parle actuellement. Deuxième spécificité du modèle Essaim, une démarche d'innovation pédagogique qui met le développement des compétences socio-cognitives au centre de l'expérience proposée aux apprenants et qui s'ajoute aux éventuels objectifs de développement de compétences métiers. Troisième spécificité, un protocole scientifique de mesure qui va permettre de suivre, de valoriser l'impact et l'efficacité des dispositifs sur l'employabilité durable des apprenants. Et quatrième spécificité du modèle Essaim, un écosystème collaboratif ouvert et qui permet d'enrichir et en continu le modèle et de transformer progressivement le système d'apprentissage français grâce à la mutualisation de nos efforts, des efforts et surtout la volonté commune d'activer les leviers pour garantir l'employabilité durable des apprenants. Alors, la thématique de notre webinaire d'aujourd'hui vient donc nourrir cette dynamique collaborative et sain en ouvrant le champ des réflexions, en favorisant le croisement de regards entre acteurs de l'écosystème emploi-formation. Si tu peux passer le slide suivant, Sébastien, et pour justement aborder notre thématique et tenter d'apporter un éclairage tourné vers l'action, j'ai la chance d'être en compagnie de Caroline Loisel, formatrice, conférencière, co-autrice du Guide du futur des RH et du management, collection Hub Institute. Maxime Barbier, directeur associé de la Civic Tech Blue9, et Sébastien Alain, directeur de l'expérience utilisateur et chercheur chez Humans Matter. Pour ma part, je suis Sandrine Bélier, docteur en psychologie cognitive et directrice associée chez Humans Matter et impliquée dans le projet Essaim, notamment dans l'animation de la communauté des essaimeurs qui sont en charge de déployer ce modèle Essaim dont je viens de vous présenter. Alors, je suis très heureuse d'animer ces regards croisés, car c'est bien l'un des enjeux aussi majeurs du projet Essaim, de développer chez chacun les compétences que les robots n'ont pas, pour reprendre l'expression, et d'augmenter la capacité d'agir des individus avec ou sans IA, sans intelligence artificielle. On va le voir juste maintenant. Donc, on est ensemble jusqu'à 14h30. On gardera bien sûr quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions, une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat tout au long des échanges pour poser vos questions et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Alors, pour introduire le sujet, l'intelligence artificielle offre beaucoup d'opportunités. C'est pour cette raison qu'actuellement, on voit autant de fascination et d'engouement pour l'intelligence artificielle. Mais on voit aussi qu'elle suscite beaucoup d'anxiété, de peur, qui est notamment générée par l'incertitude de son exploitation, des conséquences de son utilisation. Pourtant, l'intelligence artificielle est avant tout une invention de l'humain, créée normalement pour que ça lui apporte du mieux, lui faciliter sa vie, augmenter les capacités de production, permettre de se former au plus près de ses possibilités, de ses besoins, avec par exemple l'adaptative learning, de faciliter la prise de décision, de le rendre plus précis, de lui apporter un grand nombre de connaissances en temps réel
etc., etc. Et donc le but de cette innovation, c'est bien d'aider l'humain sans aggraver les crises écologiques, sociales, etc., qui pourraient mettre à mal notre humanité. Elle pose donc de nombreux défis, notamment éthiques, et un devoir d'évaluer aussi régulièrement les bénéfices et les risques, et de viser l'équilibre pour ne pas mettre trop d'artificiel dans nos expériences humaines. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à chacun, c'est qu'entendez-vous par remettre le facteur humain au cœur? Et je te propose de commencer par répondre, Caroline. N'hésite pas si tu veux ajouter aussi des mots sur toi et ton activité. Non, non, tout a été dit, ça va. Je fais des podcasts aussi, voilà, mais bon. Alors le facteur humain, on peut l'entendre notamment, moi j'aime bien l'approche, les sciences de l'apprentissage, hein, tête, corps, cœur. C'est parlant, je trouve, sur l'intelligence artificielle. Donc la tête, en fait, ça va être quoi l'impact de l'intelligence artificielle sur nos capacités cognitives? Ça va être quoi l'impact sur nos capacités j'ai envie de dire relationnel, et en même temps, le mot m'embête un peu parce qu'on est aussi en relation. Nous sommes à distance, mais nous sommes en relation. Alors, je vais dire notre capacité à se confronter, peut-être qu'on en est là, à des interactions physiques, tangibles. Et puis, le cœur. Et dans le cœur, on en reparlera un petit peu plus tard, je mets en fait l'estime de soi. L'estime de soi, je l'ai découverte notamment à une formation qui s'appelle l'élément humain. C'est l'approche de William Schutz. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder un petit peu. Mais voilà, j'en parlerai plus tard et je la mets côté cœur. Je vous dirai pourquoi. Sébastien, Maxime, pardon. Comme tu veux. En tout cas, merci Sandrine pour cette invitation et puis très heureux de retrouver Sébastien et Caroline pour cette conversation et bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je vais m'essayer aussi à une définition ou plutôt me dire en fait qu'est-ce qu'on a envie de mettre derrière la notion de remettre le facteur humain au cœur. Pour moi, c'est d'abord s'interroger, débattre, délibérer sur ce que l'IA et les IAG révèlent de nous, ce qu'elles nous apprennent de nous, et dans le bon comme dans le moins bon, dans nos forces comme dans nos faiblesses. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant de décrypter, c'est voir euh, qu'est-ce qu'elle révèle de ce que l'humain fait de mieux, donc les qualités qui sont mises en perspective, qu'elles soient individuelles, collectives. Alors peut-être qu'on parlera de créativité, de capacité de réflexion, de recherche de solutions, de capacité à prendre des décisions, ce que font certainement beaucoup moins les machines. Mais ça révèle aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est la face cachée, nos imperfections, et j'ai presque envie de dire nos petites imperfections, nos faiblesses, nos émotions négatives, nos mauvaises réactions, nos travers, nos dissimulations, hein, parce qu'on n'assume peut-être pas tout de nos usages de l'intelligence artificielle et des IAG depuis ces dernières années. Et donc, ouais, j'ai envie de le voir comme une sorte de miroir, un gros miroir de ce que l'on est, miroir presque grossissant de ce qui est positif et négatif. Et donc, pour pouvoir analyser le sujet, je trouve qu'il faut analyser cette interaction, cette combinaison entre IA et humain, et qualifier, mesurer les effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, et que ça se fasse à tous les niveaux, que ce soit pour les individus, les collectifs, donc au niveau d'une équipe, d'une organisation, d'une communauté, et puis, soyons fous, au niveau de la société au sens large. Donc l'articulation, interaction et puis peut-être cultiver nos singularités en tant qu'humain. Sébastien, je te laisse la parole pour répondre à cette question. Oui, merci Sandrine. Quand on a préparé ce rendez-vous, on s'est trouvé plein de points communs. Donc, il est possible que la réponse que j'apporte à cette première question ressemble beaucoup à ce qui vient d'être dit. Alors, je vais le faire avec mes mots, mais ne serait-ce que la notion de miroir que tu viens d'aborder, Maxime, elle me parle beaucoup. Donc, peut-être finir sur cette notion de miroir. Mais alors déjà, le titre qu'on a choisi, il laisserait penser que l'humain, il est déjà en périphérie, il est déjà éjecté, qu'il est déjà satellisé en fait, qu'il est déjà trop loin du centre et qu'on aurait besoin de le ramener parce qu'on veut l'éliminer et particulièrement le facteur humain à ses risques, en fait, le risque apporté par l'humain au profit de process qui seraient implacables et puis comme ça il n'y aurait aucune erreur sauf évidemment peut-être si on les admet les biais des algorithmes. Bon, on va souhaiter qu'on n'en est pas là.
mais évidemment, on pourrait vite prendre ce tournant-là. Alors, pour ce qui est des IA génératives, contre les détracteurs, je dirais qu'on peut considérer que l'humain, il est au cœur de la techno. Parce qu'on a sédimenté des strates de connaissances humaines, on a aggloméré des strates de connaissances humaines pour que la machine, l'algo, puisse créer à partir de ça. Donc je dirais que l'humain, il y est, en fait. Il y est dedans, intrinsèquement, tous ces savoirs, il y est. Ce n'est pas les hommes en eux-mêmes, mais les connaissances des hommes ont été mises à l'intérieur. Et c'est intéressant, je pense que là, dans l'heure qu'on a ensemble, on pourra détailler des exemples où on peut s'appuyer là-dessus et ça fait une certaine richesse. Mais pour le coup, avec les détracteurs, on pourrait se dire qu'il pourrait, dans le pire des cas, ne rester que ça, quoi. C'est-à-dire des strates sédimentées de ce qu'est l'humain, de ses connaissances, et puis tout le reste de l'humain, après, il est éjecté. Bon, alors du coup, remettre le facteur humain au centre, ça serait sans doute garder comme point de mire que c'est un outil, qu'il est là pour nous servir, et que l'intention même de mobiliser l'IA, ça serait de mettre l'humain au centre. Je veux le dire comme ça, en fait. L'intention, ça devrait être celle de mettre l'humain au centre. Et pas ce qui peut vite apparaître comme le profit, avec des explications plus ou moins fumeuses sur oui, mais l'humain, c'est aussi notre client en bout de chaîne à qui on a besoin de répondre. Donc, on justifie très rapidement que l'IA est intéressante. Je donne un exemple comme ça qu'un client, ça me traverse, mais il y a plein d'autres exemples où on aura des justifications de l'utilité de l'IA, sauf qu'en voulant servir certaines personnes, certains profits, on en éjecte aussi. Et donc, je ratterris sur ton point, Maxime, l'effet de miroir, parce que je pense, en tout cas, c'est vraiment les travaux que l'on pousse en ce moment, c'est que l'IA, c'est déjà une occasion d'éprouver notre singularité d'être humain, et de nous recentrer sans doute sur nous, sur ce qui nous constitue, donc à l'image du miroir. L'IA peut être une façon de nous aider dans nos quêtes. Très intéressant, donc quoi, de nous améliorer. Oui, Caroline. Ah, tu n'as plus de son. Ouais, le gros en fait, hein. Le gros bémol à ça, et je vous rejoins tous les deux sur vos définitions, je trouve c'est intéressant, mais c'est le fait de se dire, est-ce qu'on parle de l'hypothèse que la technologie est politique ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une idéologie derrière la technologie? Cette idéologie, voilà, qui la porte aujourd'hui, qu'est-ce qui guide en fait ces énormes investissements derrière tous ces projets. Donc après, ça sera à chacun, c'est sûr, bien sûr, dans son utilisation. On peut toujours dire ça, mais par exemple, l'afflux des réseaux sociaux, et on voit bien les résultats aujourd'hui sur une forme d'isolement, une forme, les adolescents notamment qui ont été direct immergés dedans, plus de mal peut-être à communiquer justement en direct. Voilà, donc c'est toutes ces choses effectivement aussi humaines qu'il faut intégrer, quoi. Peut-être justement avant de voir les impacts négatifs que peuvent provoquer l'intelligence artificielle, selon vous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter de meilleur aux humains? Moi, je veux bien Maxime? démarrer. Ouais. Alors, je me risquerai pas à cartographier l'ensemble des points positifs. Je serai très modeste dans ma réponse en prenant le cas de ce que je vis, ce que je peux observer moi dans mon activité. Donc, peut-être juste pour contextualiser, nous, Blue Neuve, on est une start-up qui intervient dans la conception et le déploiement de grandes consultations massives, de grands débats en ligne, et notamment pour recueillir la parole, l'expression libre de collaborateurs quand c'est dans le monde des entreprises et de citoyens lorsque c'est dans le cadre de démarches citoyennes. Donc, par exemple, on a travaillé ces dernières années pour le Grand Débat National, le Conseil national de la refondation, les États généraux de la justice, et donc à chaque fois, on captait des centaines de milliers, voire des millions de contributions. Et moi, je voulais mettre l'accent sur deux choses, si on prend un petit peu de recul. Et en fait, le webinaire m'a aidé à prendre conscience de ça aussi, parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps de se dire en fait quels sont les bénéfices. Moi, j'en vois deux. J'essaie de ne pas être trop long. Le premier, c'est que je trouve que ça a réhabilité. Il y a une forme de réhabilitation de certaines tâches réalisées par l'humain. Parce que ça donne.
enfin, je l'ai vraiment observé, ça donne plus de valeur à des tâches qui étaient des actions donc de conseil, hein, d'accompagnement, qui étaient souvent cachées, dissimulées, occultées. Et je vais un peu plus précisément. Par exemple, chez Bluenum, nous, une fois qu'on a fait travailler les algorithmes, qu'on a donc ces algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire du regroupement sémantique, c'est de l'analyse sémantique, ça permet d'identifier les grandes tendances, les grands sujets, bah, il faut quand même superviser, il faut quand même interpréter. Et ça, c'est fait par nos consultants. Et on s'est rendu compte que avant, bah, ça passait complètement inaperçu, ce travail, vis-à-vis de nos clients, dans ce qu'on proposait. C'était quasiment invisible. On n'en parlait pas, on n'expliquait pas la différence entre ce que faisait l'IA et ce que nous on fait. Et maintenant, c'est hautement valorisé. Et pour une raison très simple, c'est que bah, en fait, ça s'est un peu démocratisé, l'IA, et on a commencé à s'y intéresser. Et on a quand même vu très vite tout ce que l'IA ne pouvait pas faire. Il y a une prise de conscience de où est la valeur ajoutée de l'IA et là où aussi elle s'arrête. Et donc, de fait, ça met en exergue là où l'humain a de la valeur et prend le relais et apporte de la valeur. Et ça, c'est super, parce que ça crée de la fierté, ça valorise et ça officialise bah, de la valeur. Et puis, j'ai presque envie de dire des nouvelles compétences qui n'étaient pas forcément officielles. Et le deuxième exemple que je voulais prendre, au-delà de cette réhabilitation, c'est finalement tout simplement la révélation de notre intelligence humaine, celle qui est un peu enfouie, qu'on n'arrive pas à faire émerger. Et la chance, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, grâce à l'IA générative, bah, ça permet de facilement, rapidement identifier, synthétiser, mettre en perspective l'intelligence collective. Et je vous donne un exemple. On a développé un algorithme qui fait ce qu'on appelle de l'identification de pépites. C'est vraiment, on appelle ça de la recherche de singularité. C'est exactement le terme que l'on utilise. Et c'est des idées rares qui sont peu exprimées, qui sont exprimées par une seule personne dans un jeu de millions de contributions. Et donc, par exemple, pour les États généraux de la justice, on a analysé 1 million de contributions, et en fait, on a fait ressortir les 300, 400 idées de citoyens. C'était porté par un citoyen ou une citoyenne, mais pour lequel il y avait un vrai projet de réforme pour la justice, une idée de dispositif, un truc concret, actionnable, applicable. Et ça, c'est super parce que ça les aide, ça les détecte, ça les révèle. J'ai presque envie de dire, ça sublime la singularité, la diversité de la parole citoyenne. Et donc, en conclusion, moi, je trouve qu'il y a ce volet super positif que ça remet en visibilité des actions ou des idées qui étaient invisibles. Intéressant. Merci beaucoup, Maxime. Sébastien, tu voudrais prendre le Je prends des relais? notes. Ouais, moi Je prends aussi. des notes, Maxime, ça m'intéresserait beaucoup de comprendre le fonctionnement de cette détection de rareté, mais de rareté couplée à un potentiel. Donc de comprendre, sans que tu dévoiles évidemment les fondements de cet algo, mais qu'est-ce qui permet de détecter quelque chose qui pourrait être noyé dans la masse? Qu'est-ce qui détecte la valeur en fait de ce point parmi les autres? Alors, l'algo est construit autour d'une cinquantaine de paramètres qui permettent de croiser bah, justement un peu les notions que tu évoques, c'est-à-dire à la fois une argumentation, c'est-à-dire on voit les mots de liaison, on détecte les mots de liaison, les phrases qui sont particulièrement construites. Évidemment, la longueur fait partie de l'exercice. La rareté des mots, c'est-à-dire que on va chercher les mots qui sont les moins utilisés habituellement dans le langage commun, et puis tout ce qui s'apparente à une solution, une solution actionnable. Et donc, en fait, quand on paramètre ces différentes dimensions, et ben, en fait, ça permet de faire ressortir X propositions qui sont particulièrement intéressantes et qu'on ne pourrait pas, évidemment, lire à la main. Voilà. Donc, ça les ressort et après, on fait le tri de savoir, oui, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas. Je pourrais vous partager, si vous voulez, on le fait de manière très en open source, les différents paramètres. Très intéressé pour ma part. Alors, pour répondre à la question, moi aussi, je vais être assez pragmatique et ancré dans ce que je fais au quotidien. Et puis, peut-être coupler ça au fait qu'on est dans le cadre de S1, donc orienté sur le développement de compétences, l'apprentissage, etc. Et puis voilà, je me lance. Pourquoi je fais des préambules comme ça à rallonge? J'ai 2 sujets à vous partager, en fait, pour ce qui pourrait être le meilleur. Des choses qu'on a commencé à expérimenter. La première, c'est l'idée de renverser la propension qu'on a. Tiens, propension, c'est peut-être un mot un peu plus rare que les autres. Détection, je sais pas qui nous lit. La propension qu'on a
à utiliser l'IA en donneur de prompt. C'est-à-dire qu'on va poser des questions à l'IA, et en tout cas à l'échelle individuelle. Je ne parle pas des organisations et des grands outils, mais à l'échelle individuelle, on est beaucoup à utiliser l'IA pour répondre à la moindre de nos questions, chose qu'on pouvait faire avant dans un navigateur avec un moteur de recherche. Ben non, maintenant, en fait, on va le faire plus facilement dans une IA, alors qu'en termes de qualité de réponse, c'est inversement proportionnel. Donc on a cette propension-là, et nous, les travaux en ce moment chez Humans Matter, c'est d'essayer de renverser ça pour aller vers un questionnement. C'est-à-dire qu'on n'est plus à la manœuvre pour poser les questions, on est dans un dispositif où l'on consent que l'on nous pose des questions. Et donc l'objet miroir tout à l'heure, il est à nouveau là, il est à nouveau présent. Ce sont des outils de maïeuthèque, c'est-à-dire la maïeutique organisée par la technique, et en l'occurrence par l'IA, pour aller poser des questions sur ses propres compétences, aller comprendre les tréfonds de ce qui nous anime, de nos problématiques, de la compréhension du monde que nous avons, pour nous accompagner dans un parcours notamment de formation. Comment on organise notre compréhension des éléments qu'on nous donne, comment on structure nos connaissances. Et tout ça faisant, en nous questionnant, de voir plus clair sur nos propres processus internes, et puis aussi de mieux articuler les connaissances qui nous viennent. Voilà, donc le premier point, ça serait celui-là, ça serait autour de l'explicitation. Donc on a plusieurs outils maintenant qui nous permettent de faire ça, et c'est vraiment très intéressant de voir les retours des personnes qui l'utilisent. Ça nous nourrit aussi pour continuer ce travail-là. Et peut-être le deuxième point, qui pourrait être un de mes bests dans ce que l'IA pourrait proposer, c'est un accompagnement au long cours. Là, ce que je viens de décrire, c'est l'outil nous permet de nous questionner. OK, mais du fait qu'on comprend quelque chose, on en tire une compréhension, comment on la stabilise ou comment momentanément on va l'inscrire quelque part, on va en laisser des traces qui vont nous permettre à un moment ou à un autre de nous retourner là-dessus si on en a besoin, de reconvoquer de façon vivace ces connaissances, ces articulations de compréhension. Et de ce point de vue-là aussi, nos expérimentations sont assez intéressantes. En fait, ce sont des choses peut-être qu'on a rêvé depuis des années en pédagogie. Moi, j'ai fait plusieurs entreprises dans lesquelles on cherche des concepts pour accompagner les apprenants. Et il y a des choses qu'on s'autorisait même pas de rêver parce que techniquement, c'était tout à fait infaisable. Et aujourd'hui, on a ce potentiel, ces outils potentiels qui peuvent, je ne dis pas que c'est absolu, mais qui pourraient répondre à certains de ces grands enjeux. Donc, si je résume, il y a prise de conscience de nos processus de pensée, de l'élaboration de nos connaissances, de leur maintien dans le temps, en rendant vivace ce qu'on a traversé dans un parcours et ce qu'on a besoin de réactiver régulièrement en mémoire pour construire la suite. Intéressant. Donc, l'intelligence artificielle nous aiderait à prendre le temps, finalement, à prendre le temps de recul pour capitaliser sur les expériences, en tirer le maximum de bénéfices et puis peut-être tirer aussi le meilleur de notre cognition, notamment de notre mémoire, pour qu'elle nous serve un maximum à l'ancrage de nouvelles connaissances. Alors, je rajouterais une chose, Caroline, pardon. Je garde encore tout un petit instant la parole, parce que tu as parlé justement de corps tout à l'heure, Caroline. Et donc là, je sors du cadre S1, etc. Mais sur les compétences, il y a une chose qui me paraît vraiment incroyable. J'ai l'impression que cette IA, et c'est exactement, je crois, dans ce que tu disais, Maxime, révèle des choses qu'on avait presque banalisées, oubliées. Je pense que ce qu'on sera capable demain de faire nos 10 doigts, et là j'insiste au niveau corporel, de nos 10 doigts, prend une nouvelle ampleur en fait. La capacité seule de réaliser certaines actions. Bon voilà, c'est peut-être assez anecdotique par rapport à la déferlante de l'IA, mais je pense que ça nous renvoie vers ça aussi. Cette capacité à réaliser, à jouer de la musique par nos propres moyens, plutôt que d'avoir une génération IA qui va faire une très belle mélodie, mais dont on est tout à fait incapable de comprendre comment elle a été produite. On n'est plus du tout dépositaire. Donc voilà. Pardon, Caroline. Très intéressant parce que ça peut aussi orienter les nouveaux métiers et peut-être des métiers qui vont revenir sur le devant de la scène, ces métiers où on est physiquement très présent en tant qu'humain. Caroline ?
C'est bien quand on passe en dernier, on peut tirer les fils. C'est plus facile. Il y a le fil gain de temps, même si ça n'a pas été prononcé. Enfin, derrière, il y est. Il y a un exemple qui me vient en tête. Il y a eu un influenceur il n'y a pas longtemps qui a dit, moi, je suis un fan de podcasts. C'est vrai que les podcasts, il y a quand même plein de contenu. Je prends une IA, elle me résume les 50 podcasts que j'aurais voulu écouter, qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir tous écouter. Et puis, à travers ces résumés de 10 lignes, je choisis les 2 par semaine que je vais écouter. Voilà, pourquoi pas? C'est un type d'usage. Alors, est-ce que l'IA est une réponse à l'infobésité? Bon, voilà, ça peut être une piste. Évidemment, le sujet de la créativité. Sur le sujet de la créativité, moi, je le pratique moi-même, puisque moi, j'écris beaucoup de contenu. Là, j'étais en brainstorming il n'y a pas très longtemps avec une personne pour lui trouver son nom de nouveau site Internet. Eh bien, l'IA générative nous a été très utile, c'est-à-dire que c'est comme un sparring partner, quoi. Elle était parmi nous, donc elle arrivait avec ses idées. Donc nous, on pouvait rebondir dessus. Bon, alors en plus, à une vitesse incroyable. Donc en plus, un sparring partner vraiment de haute compétition. On a fini par créer. Et je suis obligée de dire aussi parce que l'IA était là. Puisque un brainstorming, on sait ce que c'est. Hein, on rebondit sur ce qui a été dit, c'est constructif, etc. Donc moi aussi, pour trouver des angles éditoriaux parfois. Il y a une forme, en fait, ce que nous permet, j'aime bien le mot ouverture, en fait. Parce qu'on part avec un peu tous nos biais, nos façons de voir les sujets. Et au moins, l'IA, si tu l'interroges sur un grand sujet, elle te redit. Tu te redis, bon, bah voilà, les 10 thèmes. Et après, voilà, à nous de choisir celui qu'on veut creuser. Alors, je ne sais pas, à nous écouter, je ne sais pas. Est-ce que finalement, l'IA, elle pourrait être source de... L'humain deviendrait plus empathique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et par rapport à ce que tu disais, Sébastien, il y a des expérimentations qui ont été faites, notamment sur le cadre du voyage, où en fait, pour préparer ton voyage, eh bien, tu demandes, et c'est hyper puissant, hein, je te confirme, tu demandes à ChatGPT de te poser des questions. Et en fait, il te pose tellement de questions qu'il finit par te ressortir, mais alors l'itinéraire, voilà, avec tu peux prendre tel hôtel, il sera à côté de tel restaurant parce que tu m'as dit que tu aimais bien manger plutôt comme ci, plutôt comme ça. Donc, effectivement, ça aussi, dans le côté, c'est interaction, ce que disait Maxime tout à l'heure, en fait. Hein. On est dans cette zone où on va apprendre sur nous et peut-être que la machine, elle va apprendre d'elle-même et puis nous, on apprend à l'utiliser aussi autrement. Alors, juste une réaction comme ça à chaud. Je pense que cet usage du questionnement, elle est tout autant utilitariste que celle que je dénonçais juste avant, qui est je fais du prompt pour avoir des réponses. En fait, c'est un énorme biais détourné, mais le questionnement derrière, il est quand même sur quelque chose d'externe à moi. Là, en l'occurrence, c'est pour faire un voyage, c'est pour projeter quelque chose. Alors que les outils qu'on essaie de développer, ils sont vraiment avec cet effet miroir sur le développement interne. Donc, alors après, on pourrait argumenter que ça reste utilitariste, c'est pour développer des compétences, etc. Mais le fruit de cette interaction est vraiment dirigé vers la personne, vers son développement interne, sur ces mécanismes psychosociaux dont tu parlais en introduction, Sandrine, plutôt que voilà une espèce de modalité nouvelle pour faire la même chose, c'est-à-dire trouver une réponse. Alors moi, ça pourrait presque me faire peur que l'intelligence artificielle me résume 10 podcasts que je n'aurais pas eu le temps d'écouter ou 10 livres que je n'aurais pas eu le temps de lire mais qu'on m'a recommandé, et pareil pour les films. J'ai l'impression que de cette façon, on peut perdre aussi l'expérience de faire. Donc c'est quand même pas la même chose de faire l'expérience de lire un livre ou d'écouter quelque chose que d'en avoir un résumé. Donc là, peut-être la question que j'aimerais vous poser, c'est bon, on a vu les choses positives que pouvait nous apporter l'intelligence artificielle, et au contraire, quels impacts négatifs de l'intelligence artificielle vous voyez? Et en d'autres mots, et en reprenant une expression du philosophe allemand Hartmut Rosa, que j'adore vraiment, et qu'on a évoqué en préparant ces échanges, que perdons-nous à gagner du temps via l'intelligence artificielle? J'aimerais justement vous entendre sur cet impact de l'intelligence artificielle, peut-être sur nos compétences, sur nos capacités relationnelles. Tu parlais également, Caroline, du contrat social, de la culture d'entreprise, de la culture de notre singularité. Peut-être, Sébastien, si tu veux commencer. Oui, une question pas évidente.
parce que je veux pas être angélique, donc j'essaie d'être critique. Et en même temps, voilà, cette question, j'aurais vite fait de verser dans plein de situations dystopiques qu'on peut voir. Si on ouvre la télé, on va voir Black Mirror et on aura une flopée de propositions. Donc, pas évidente. Peut-être juste en rebond, pardon, juste avant, Caroline, tu donnais l'exemple des podcasts. Je crois que là, pour le coup, si tu continues à faire l'expérience, pardon, tu continues à faire l'expérience du podcast, c'est simplement que tu trouves une modalité pour sélectionner. Donc heureusement, il y reste cette expérience directe, et donc c'est la sélection qui est assistée, on va dire. Mais, et je vous en parlais quand on préparait ce rendez-vous, je sortais à ce moment-là d'une lecture d'un bouquin, enfin d'une revue qui s'appelle Métal Hurlant. Certains connaîtront sur le côté le futur projeté, plus ou moins mauvais, souvent mauvais quand même, hein. Et là, il y avait une BD qui était justement sur un pauvre type qui était chez lui, branché sur les réseaux sociaux, et qui communiquait avec toute une clique, en fait, qui gravite autour de lui. Et ils étaient à se féliciter de faire de belles expériences. Et par exemple, là, ils revenaient d'un restaurant. Mais ce qui était intéressant dans la mise en image, c'était qu'on voyait que le restaurant était depuis bien des années complètement vide, jamais plus fréquenté, et que l'expérience se faisait seulement depuis chez soi. Et après, on était seulement dans une illusion de dire qu'on fait les choses, mais qu'on ne les fait plus du tout. Il n'y a plus cette expérience première. Donc, en fait, tout ça par procuration. J'ai pas répondu tout à fait à la question, hein, Sandrine, pour l'instant. On perd la place du corps, c'est ça un peu, tu vois. La place du corps, la place du corps. Tu reviens là-dessus, ouais. Ouais. Il y a peut-être un autre point aussi, mais là que j'ai pas eu le temps de creuser, c'est vraiment ce matin que j'ai repensé à cet aspect-là, sur le réalisme. À quel point ces IA génératives, leur réalisme produit quelque chose de saisissant pour nous, qu'on prend pour acquis, on prend pour valeur. Et ce terme-là, je l'ai vu dans les 25 recommandations qui sont sorties là, pour le gouvernement concernant les IA il y a une semaine ou 10 jours, c'est assez récent. Et dans les premiers paragraphes, il parle de à quel point ces technologies ont un réalisme incroyable. Il se trouve que ce terme-là, j'ai beaucoup travaillé autour, parce que quand je travaillais autour des images, il y avait cette même question de est-ce que l'image, et là je vous parle d'un temps, il y a quelques années, où il n'y avait pas une facilité extrême à produire des fake news, mais en tout cas, il y avait cette question de tout ce qui est capturé, en fait, fait réalisme. C'est pas pour autant que ça existait, c'est pas pour autant que ces traces imprimées sont authentiques. Donc le sujet du réalisme, je le pose là, je ne sais pas si je vais pouvoir broder un peu après dans la suite de notre rendez-vous, mais pour moi, il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis, je voulais vous partager aussi une vidéo que j'ai vue et a priori qui n'avait rien à voir, mais je vais le relier quand même. Une personne qui s'appelle Franck Lepage et qui fait des conférences articulées, c'est le titre qu'il donne à ses conférences. Et il a fait une conférence dans laquelle il dénonce le discours politique à travers un petit jeu de cartes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Sur chacune des cartes, il y a un mot-clé. Et puis, il y a 25 concepts comme ça. Et il les brasse devant le public. Il dit, voilà, comprenez que ces mots-là, c'est des mots valises. En soi, ils ne veulent rien dire. Il les pose sur la table. Et les uns après les autres, il les retourne et il fabrique un discours. Un discours qui pourrait être un discours politique incroyable. Allez voir, c'est remarquable. Et ça parle d'habitants, de quartiers, etc. Et il tire les cartes les unes après les autres, et il arrive à lier dans un temps record, dans le temps de sa phrase, tous les mots, comme ça, il les sort, il les sort, il les sort. Au final, la phrase est impeccable. Je veux dire, elle fait sens, elle dit quelque chose, et pourtant, c'est une démonstration incroyable de ce que l'IA fait également, d'un point de vue statistique, quand elle arrive à faire le pont entre des mots qui ont une proximité dans le sens, et donc vont faire phrase. Tout ça fait sens. Mais tout ça fait sens à la réception. C'est-à-dire nous, qui recevons ça, nous reconstituons aussi un discours derrière que l'on peut admettre comme valable. Et donc, voilà, le risque, je dirais, l'impact négatif, c'est de prendre pour réel ce réalisme qui dit des choses et qui nous fabrique du sens, mais parce que nous mettons aussi beaucoup de nous-mêmes dans ce que nous interprétons.
Est-ce que ça a été clair? Je ne sais pas. Ouais, J'ai si. essayé de... Moi, ça me Ça fait fait peur, penser. on donne Vas-y. du sens à des choses qui n'en ont pas vraiment, À qui en ont statistiquement? Oui, c'est ça? statistiquement. Ouais. Caroline? Oui, ça me fait penser, en plus, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis, mais que 80% en plus des contenus, c'est des contenus plutôt de culture anglo-saxonne. Donc, on a aussi un sujet de biais potentiellement à travers toutes ces informations, puisque la majorité des datas qui sont traitées, elles sont dans cette culture-là. Bon. Moi, j'ai envie de rebondir sur une étude que j'avais vue de Microsoft, qui est le World Trade Index Annual Report là, de mai 2023, qui disait déjà, donc c'était dans plusieurs pays, hein, qu'on passait 50% de notre temps à communiquer, donc avec les outils, Teams par exemple, les emails et tout ça, les chats, WhatsApp, et puis 43% à créer. Donc créer au sens, on produit des documents, on produit des choses, on produit de la réflexion. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est de me dire, bon, ça veut dire que dans les 43% de création, potentiellement, quelque part, ces outils sont en train de venir s'immiscer et vont, notamment, on revient à ça, mais peut-être faire un peu moins d'interaction corps à corps. Donc, qu'est-ce qu'on perd à ça? Et deux, elles vont aussi peut-être, si par exemple demain on imagine que tous les CSP un peu plus qui sont dans les bureaux, 50% de leur temps, ils sont plus en interaction avec des machines. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? En tous les cas, ça me questionne de nos qualités de conversation avec des êtres humains. Parce qu'on ne se comporte pas de la même façon avec une machine qu'un être humain, en tous les cas, jusqu'à maintenant. Et peut-être que demain, tout ça va... Voilà, les effets me questionnent. Et puis, j'avais introduit la notion d'estime de soi avec William Schutz. Et donc, pour y revenir, ça m'a questionné en fait, parce que cette formation, je l'ai eue il y a 2 ans. Et quand l'IA est arrivée, je me suis dit, waouh! Donc, le concept de soi de William Schutz, c'est 3 dimensions. C'est la dimension est-ce qu'on se sent important versus est-ce qu'on se sent ignoré. Et je trouve que les IA, elles viennent nous questionner aussi là-dessus, sur notre rôle, à quoi on sert. Est-ce qu'on se sent apprécié versus rejeté? Parce que finalement, si on a fait notre travail avec l'IA, est-ce qu'on est toujours appréciable, estimable de façon générale? Et puis, il y a le sentiment de compétence aussi, le ressenti de compétence. Ça, c'est un vrai sujet aussi, la compétence. Là, dans les premiers mois, je me souviens, j'avais eu des témoignages où des dirigeants d'entreprise me disaient, ouais, alors maintenant, il y a mes équipes, elles viennent me voir et puis elles me présentent leur travail et puis à la fin, elles me disent, bon, mais en fait, j'ai triché. C'est marrant de ressentir ça. J'ai triché parce que j'ai utilisé l'IA. Donc, on en reparlera sûrement peut-être après, mais il y a aussi cette notion de... C'est quoi le mode opératoire, en fait? C'est quoi la place dans nos usages quotidiens? Qu'est-ce qu'on dit à nos collaborateurs, collaboratrices? À quel endroit on utilise l'IA? Et puis, le fait de la décision, dont on n'a peut-être pas encore vraiment prononcé le mot, mais qu'est-ce qui finalement finit par trancher, quoi, en fonction de ce qu'elle nous a dit. Ouais, donc une organisation des usages à faire collectivement. Ouais. Maxime? Ouais, un petit mot. Alors, bon, ouais, on partage pas mal de choses avec ce que dit Sébastien et beaucoup avec toi aussi, Caroline, hein. On y avait réfléchi un peu en amont. Et je suis d'accord sur un point de départ, c'est qu'en fait, on n'a jamais reçu le mode d'emploi. Et on s'est pris comme en pleine tête, de manière individuelle, cette déferlante, cette grande vague des IAG. Et en fait, chacun a dû composer individuellement avec. Et finalement, les organisations ont été très à la traîne, elles le sont toujours. Et on l'a toujours pas, ce mode opératoire. Donc ça, c'est un des enjeux, je pense qu'on en reparlera. Moi, sur les aspects plus négatifs, je vais le dire peut-être avec des mots un peu différents, mais je vais parler de plaisir, de violence et peut-être un peu d'addiction. Sur le plaisir, moi, je trouve qu'il y a quand même le premier effet, c'est que ça enlève une part du plaisir. Pas tout le temps, mais ça en enlève. Des trucs qu'on adorait faire, heu, qu'on fabriquait, et cetera, et qui disparaissent d'un coup, en quelques secondes, quasiment instantanément, parce que c'est remplacé par l'IA. Moi, je vous dis, pour reprendre le fil de ce qu'on fait, nous, dans notre activité, on fait des consultations, et pour préparer une consultation, il faut faire un questionnaire, un protocole de questionnement. C'est un peu plus élégant quand on le dit comme ça. Et
Mais c'est le moment qu'on adore dans les projets parce que c'est là où il y a toute l'intelligence, c'est là où on se creuse la tête, où on brainstorm, on tourne le truc dans tous les sens. Et quand on le propose à l'IA, bim, en quelques secondes, en 2 secondes, on a une proposition dont on a vachement de mal à se sortir. Et je suis complètement d'accord avec toi, Sébastien, quand tu dis, tu poses la question du réalisme. Oui, c'est réaliste, mais c'est pas singulier, c'est pas adapté, c'est trop générique, c'est trop neutre. Et souvent, par facilité, par flemme, bah, parfois, on fait ce choix de l'IA sans lui avoir apporté la proposition de valeur complémentaire de l'humain. Et donc ça, je trouve déjà ce presque rejet du plaisir ou d'aller rechercher d'autres zones du plaisir en rebond, je trouve que c'est potentiellement un risque énorme. Le deuxième, alors, tu parles d'estime de soi, Karine, moi, je parle presque de honte, en fait. C'est-à-dire que ça peut être générateur de honte et de honte qu'on n'assume pas, quasiment une sorte de déclassement. Ce pourquoi j'ai l'impression d'être bon, et vraiment, ça fait des années, j'ai l'impression que je suis super bon, je suis reconnu par mes collègues, par mes clients, etc. Pour moi, c'est une compétence clé. Et bah, ça m'est enlevé violemment, j'utilise vraiment ce mot de violence, par la machine parce on est dépossédé de cette compétence. En tout cas, on a l'impression d'être dépossédé de cette compétence. Et je trouve que c'est hyper générateur de violence. Et encore une fois, on n'a pas le bouclier, le mode d'emploi, les garde-fous pour pouvoir bah, être conscient de ce qui se passe. Et du coup, la conséquence, c'est que bah, on on l'assume pas toujours d'utiliser des IAG, on le cache, on le dissimule, c'est tabou. Je sais pas dans vos organisations, mais nous, finalement, c'est assez tabou, quoi. Il y a ceux qui l'utilisent, de ceux qui l'utilisent pas, il y a ceux qui l'utilisent parfois, ceux qui l'utilisent tout le temps, ceux qui utilisent un peu sans le dire, etc. Et je trouve ça manque d'un peu de transparence, un peu d'authenticité, d'humilité dans les usages. Et ça, les organisations sont pas suffisamment matures pour pouvoir en parler. J'aurai, je pense, l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je m'arrête là. En tout cas, juste en conclusion, euh, et ça fait peut-être le lien un peu sur la suite, Sandrine, c'est que ça a besoin d'être accompagné. Il y a besoin d'un accompagnement, de développement de l'IA et des compétences qui sont associées à ça. On ne peut pas rester seul avec ça, c'est pas possible. Justement, et face à la déferlante, à quoi, selon vous, il faudrait être particulièrement vigilant pour que l'humain reste au cœur de l'IA, au centre, et qui doit poser ce cadre, ces règles, et superviser cette utilisation et son impact et ses prises de recul régulières, peut-être. Caroline, Oui, tu alors veux pour qu'il reste commencer? du temps, ouais, pour qu'il reste du temps pour les questions, je vais aller vite. Vous pouvez regarder, enfin, ils n'ont pas encore vraiment communiqué dessus, mais TAE, ils ont créé une boussole, donc c'est l'agence de philosophie pratique, ils ont créé une boussole justement autour de l'éthique. Et en fait, dans cette boussole, Marion, ils sont 3 en fait associés, ils parlent en fait de 4 dimensions pour regarder justement la boussole de l'éthique. La première, c'est l'environnement, parce qu'en fait, ça, on n'en parle pas beaucoup. On a eu des témoignages de grandes boîtes du CAC 40 qui demandent à Microsoft, au fait, l'empreinte écologique, c'est comment? Pas de réponse. Voilà, pas de réponse. Vous inquiétez pas, on compensera. OK. Donc, on sait que c'est hyper générateur. Donc, voilà, il y a quand même un sujet sur l'écologie. Il y a un sujet sur la prise de décision, on en a parlé tout à l'heure. Voilà la place du coup de ces outils dans les modes opératoires de décision. Le comportement, on en a parlé parce qu'à travers l'estime de soi, en tous les cas, moi, c'est là-dedans que je mets toutes ces notions d'estime de soi. Et effectivement, Maxime, tu as repris sur la notion de compétence, c'est vraiment important. Mais voilà, il y a aussi l'importance et l'appréciation. Et le dernier, c'est sur l'idéologie, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est bien sûr que derrière ces outils, il n'y a pas des choses qui... on sait quand même qu'une tech, elle a de l'impact sur nos sociétés, sur nos façons d'être. Enfin, on peut déjà le voir avec le téléphone portable dans les transports. Je veux dire, on est tous le nez dans le portable quand même. On n'est plus en contact yeux à yeux, corps à corps. Donc, il y a, voilà, donc, voilà, c'est l'idéologie, comportement. C'est vrai que moi, c'est des sujets sur lesquels je suis la plus sensible. Merci, Caroline. Maxime? Ouais, je lisais, donc je fais mienne ces réflexions. Je lisais, je ne sais plus vous donner la source, quelqu'un qui faisait parallèle avec l'injonction qu'on entend souvent il faut donner du sens au travail. Vraiment, c'est un impératif, allons-y, etc. Mais en fait, il n'y a pas de sens au travail. Ce qu'il disait, c'est que c'est en échangeant, en se questionnant, en expérimentant ensemble autour de la notion de travail
qu'on en donne du sens. Et en fait, je pense que c'est pareil, exactement pareil pour l'IA. C'est ce qu'on décide, ce qu'on en fait. Il ne faut pas chercher à donner du sens à l'IA. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On perd notre temps. On ne va pas combattre OpenAI et ses choix de conception ou même l'idéologie qui est derrière. Par contre, il faut se questionner ensemble sur le sens qu'on va donner autour de l'IA. Et là, pour y arriver, il existe j'aime bien ton idée de boussole, Caroline, j'aimerais bien l'utiliser. Nous, ce qu'on promeut, c'est de remettre du débat, réinjecter du débat, de la délibération dans les organisations. Et justement, briser un peu les tabous, quoi. Débattre de la technique, des algos, des compétences que ça crée, que ça détruit, des comportements que ça engendre, les bons, les mauvais, du cadre à mettre en place, co-construire ce cadre de coopération avec l'IA. Co-construire ce cadre de coopération. Et pour ça, il faut prendre ce recul régulièrement. Ça va tellement vite qu'il y a un peu une exigence de faire de l'introspection de manière super régulière. J'ai envie de dire peut-être tous les 6 mois, à la vitesse à laquelle ça va. Une sorte de sanity check obligatoire pour chaque personne et pour les organisations. Une sorte de radiographie. Est-ce qu'on est en train de tomber malade? Est-ce qu'on est en train de devenir dépendant? Est-ce qu'on est en train de vendre notre âme, etc. Et donc, nous, par exemple, chez Blue 9, tous les 6 mois, et d'ailleurs, ce n'est pas l'initiative de la direction, c'est intéressant, c'est l'initiative des équipes. Ils ont créé sur une demi-journée un bootcamp pour finalement faire le point à bâton rompu sur les usages, sur les compétences, sur l'évaluation de l'impact que ça a eu, mettre en commun les apprentissages et éviter qu'on soit tous dans notre silo. Et ça, je trouve que c'est très, très vertueux. Et ça, et je termine avec cette notion, ça remet face à la violence, aux bulles de violence que représentent l'IA et les IAG, des bulles de convivialité. Parce qu'en fait, on va se reparler. On va se faire du feedback, on va se reparler, on va coopérer, on va collaborer. Et ça, je trouve que ça peut se faire à 10, à 100, à 10 000 ou même plus. Et c'est juste indispensable de déclencher ces temps de prise de recul. On serait très intéressé par que tu nous partages tout ça parce que ça fait partie peut-être d'un bien commun que chaque entreprise, chaque usager à laquelle chaque usager pourrait contribuer aussi. Sébastien, pour compléter et terminer avant peut-être des questions qui pourraient venir de nos participants. Oui, cette idée, Maxime, déjà, nous avait tapé dans l'oreille avec Sandrine de concertation, et là, de savoir qu'en plus, ça naît des collaborateurs eux-mêmes, c'est vachement intéressant. Alors moi, j'irai sur 2 dimensions, une écologique et une idéologique, ou plutôt j'y reviens. D'abord, sur le côté écologique, pour que le facteur humain reste au centre, il faut peut-être qu'il reste l'humain, mais j'entends littéralement, hein, c'est-à-dire que si on continue de ruiner notre écosystème, et on ne va pas rester si longtemps. Et puis, sur le côté idéologique, l'humain, il vit en société. Alors de ça, j'en tire une chose, c'est que dans ce contexte où la durabilité et les communs deviennent prégnants, je pense que nous avons à réfléchir dans les actions de mise en œuvre des IA que nous avons, et mieux encore, je dirais, dans le design de certaines de nos IA ou de certains usages des IA, d'œuvrer en fait pour qu'elles soient efficientes. Je dirais que c'est le minimum, c'est-à-dire qu'elles ne consomment pas de l'eau comme on le sait, autant, enfin en tout cas que voilà, elles soient choisies pour être puissantes sur là où on a besoin d'elles et peut-être on limite d'autres usages. Et deuxièmement, que ce que l'on produit à travers l'efficience de ces IA soit versé comme commun. Ça rejoint l'idée tout à l'heure que j'ai exprimée avec l'idée que nous avons dû composer, c'est toi qui disais Maxime, hein, de manière individuelle avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sauf que, effectivement, chacun a inventé sa manière de faire et chacun utilise individuellement. Je pense que quand on produit quelque chose qui a de la valeur avec une IA, il faut cette valeur puisse être reversée au collectif qui est derrière en fait cet individu. C'est-à-dire dans quel contexte, d'autant plus quand on est dans des institutions de formation, dans des entreprises, comment on reverse la création de cette valeur au collectif, à l'entreprise et à l'institution, plutôt que ça soit seulement à la main de la personne qui a mobilisé l'IA et qui a produit cette valeur. Donc voilà, reverser en commun la production efficiente de ces IA. Et donc là, pour le coup, il en va d'une chose, il en va du design. Du design de l'IA en elle-même ou du design de l'usage que l'on fait de ces IA. Le contexte,
ouais, tout ce qui encadre leur utilisation. Et d'ailleurs, chez nous, je dis chez nous, Human Matter, on parle même de design cognitif, hein, parce que c'est bien sûr la culture du design, mais aussi toutes les strates d'un point de vue psychosocial qui nous permettent de comprendre les fonctionnements et de faire en sorte que ce design soit le plus efficient possible pour y arriver. Super, merci beaucoup. Je regarde dans le chat si on a quelques questions. Et sinon, n'hésitez pas à lever la main pour poser la question que vous souhaiteriez poser. Alors, l'IA est certainement contributive à l'amélioration de notre bien-être, mais la grande question que nous pourrons nous poser, c'est la question de la limite de l'éthique appliquée. Donc, effectivement, je pense que ça va être aussi une question d'équilibre que l'on mettra, et puis de cette vigilance peut-être à garder ce bon équilibre avec des propositions telles que celles que proposait Maxime, hein, de prendre du recul régulièrement sur nos usages. En autre question, en tant qu'étudiante en EdTech, nous discutons et travaillons sur le concept de co-création avec l'intelligence artificielle, une approche contemporaine qui, au lieu de combattre l'IA, privilégie une perspective de collaboration humaine. C'est intéressant ce prisme de l'IA comme compagnon. Tu en parlais tout à l'heure, Sébastien, peut-être pour mettre le meilleur de notre cognition humaine. Est-ce que vous avez envie de rebondir, réagir sur cette remarque? Un petit peu, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps, hein. C'est sur la notion de collaboration, elle a tendance à mettre sur le même plan, en fait, l'intervention humaine et l'intervention de l'IA. Et ça me questionne beaucoup. Donc, dans les outils que l'on fabrique, d'une certaine manière, on va chercher à personnifier l'IA pour faciliter un certain niveau d'interaction, mais en même temps, on fait apparaître un énonciateur réel, c'est-à-dire une personne qui supervise cette IA. Et donc, si collaboration il y a, nous, on attend à ce que symboliquement, elle se fait avec un outil qui a été conçu ou est supervisé par un humain, et pas une collaboration qui serait du même plan entre des humains et des IA. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un risque de nous rendre passifs au monde, peut-être à cause de cette IA, si on voit qu'elle produit de bons résultats, peut-être que certaines personnes seront tentées d'en rester là et de ne plus produire l'effort de créer, d'imaginer, etc. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour challenger les idées qu'on a déjà eues. Mais peut-être que ça va vite remplacer ce temps qu'on pourrait avoir de réflexion avant de challenger nos idées avec l'intelligence artificielle. Vous avez des pistes pour éviter cette passivité, justement, qu'on pourrait avoir, et éviter peut-être même jusqu'au déclin cognitif, hein, qu'imaginent certains chercheurs, de se dire si on n'a plus à activer nos capacités cognitives, peut-être qu'elles vont aussi se déliter, dégénérer. Sur ça, alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne m'arrisquerai pas à une analyse, mais ça va très vite, et c'est le risque de perte de compétences sur des compétences clés cognitives, elle est réelle, et même elle est déjà en marche, hein, dans certains univers, peut-être même dans le monde de la créa, peut-être le monde journalistique, etc. En créativité, en réflexion critique, en argumentation, en diversité d'argumentation, etc. Donc ouais, le risque est énorme. Et là, pour le coup, je pense même que le risque, c'est plus de créer un nouveau clivage et c'est pareil, soit entre les citoyens ou entre les collaborateurs d'une organisation, entre les sachants et les non-sachants, entre ceux qui ont les codes et ceux qui ne les ont pas, ou ceux qui ont les bons codes et ceux qui n'ont pas les bons codes, ceux qui l'utilisent à bon escient et ceux qui l'utilisent à pas bon escient. Et je trouve que c'est déjà en train de se mettre en place. Il commence à avoir vraiment quasiment, c'est un nouveau clivage. C'est plus
les managers, enfin, la pyramide managériale, c'est presque contrebalancé par ceux qui maîtrisent ces nouvelles technologies, ceux qui ne les maîtrisent pas. Et ça va être encore plus affirmé avec l'arrivée de là encore nouvelles générations sur le marché du travail. Et donc pour ça, il faut, et ça je pense que vous en serez tous d'accord, des formations, beaucoup d'accompagnement, et d'ailleurs certainement collectif, hein, dans des logiques de co-développement, aux usages de l'IA. Et je reviens vraiment sur ce principe de co-construire le cadre de coopération qu'on a avec l'IA. Je pense que c'est des choses vers lesquelles on pourrait aller, tout comme on co-construit son référentiel de leadership, son modèle de leadership, pareil, son modèle de leadership vis-à-vis de l'IA, je trouverais ça intéressant d'y réfléchir. Merci beaucoup. Sébastien, est-ce que tu peux projeter, voilà, super, si vous voulez en savoir plus justement sur ce mouvement Essaim, sur ce projet Essaim, je vous invite à suivre nos actualités sur notre page LinkedIn pour nous rejoindre, pour nous suivre et contribuer également. Donc, je vois qu'il n'y a pas forcément de dernière question. Justement, hein, ces échanges viennent nourrir aussi peut-être quels seront les métiers du futur et notamment dans quelles compétences on va devoir particulièrement investir en termes de compétences à développer chez l'humain. On a eu quelques pistes là qui sont clés et notamment peut-être aussi introduire cette éducation à l'IA parce que c'est vrai que quand on s'y intéresse, on peut avoir du discernement sur ce qu'elle peut nous apporter, c'est ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire, mais c'est peut-être pas le cas aussi pour tout le monde. Je vous remercie pour vos interventions, pour votre participation, déjà vous trois, et puis également tous nos participants. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci Sandrine pour l'animation. Merci beaucoup Sandrine. Merci. Merci à vous pour votre participation. Bonne journée à tous. Merci.